Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 6 septembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Algérie est en visite de travail au Niger. Il est envoyé spécial du président de la République algérienne. Au cours de son séjour, Lamdan Ramara a effectué plusieurs visites et il s'est entretenu avec les autorités nigériennes au plus haut sommet de l'État. Ce matin, il était face à la presse pour faire le point de son séjour. Le résumé avec Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. L'Algérie a accumulé pendant longtemps une... Cette sortie médiatique des ministres des Affaires étrangères du Niger et de l'Algérie marque la matérialisation de la nouvelle dynamique qu'entendent insuffler les deux chefs d'État à la coopération entre les deux pays. À cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne a indiqué leur engagement à préserver la paix, la stabilité et promouvoir le développement en Afrique en général et entre les deux pays en particulier. La visite d'aujourd'hui, visite de travail, en ma qualité donc d'envoyé spécial du président Abdelmajid Tebboune, est destinée à veiller à ce que l'impulsion, que la relance, l'élargissement, l'approfondissement des relations entre nos deux pays puisse se faire de manière constante, de manière vigoureuse et de manière soutenue. Il faut à présent travailler d'arrache-pied, travailler en synergie, à réaliser les objectifs que nous nous sommes assignés. Nous avons ensemble cette volonté et nous avons ensemble la capacité de travailler à faire franchir à ce partenariat stratégique algéro-nigérien une étape qualitative décisive pour le projeter dans l'avenir, pour le hisser au niveau du destin commun de nos deux peuples frères et voisins. L'un des défis majeurs auxquels fait face le Niger était au cœur des échanges. La défense de notre territoire, la défense de l'intégrité territoriale du Niger incombe au Niger. C'est d'abord notre tâche. Évidemment, cette mission, c'est la nôtre, c'est à nos forces armées, à nos forces de défense et de sécurité, d'assumer la responsabilité de la défense de notre pays. Maintenant, dans le cadre de cette lutte antiterroriste, nos amis, quels qu'ils soient, nous avons besoin de l'appui de nos amis, nous avons besoin de l'expérience de nos amis. En cela, l'expérience algérienne, l'Algérie qui a une grande expérience de lutte antiterroriste, nous avons besoin de cette expérience-là. Nous allons demander, et là ils le font, nos amis algériens nous aident, nous font partager leur expérience de lutte antiterroriste, nous apportent leur contribution multiforme dans le cadre de la lutte antiterroriste. Dans le cadre régional, évidemment, il y a aussi des cadres qui se créent, des solidarités qui seront mises en œuvre, qui sont déjà mises en œuvre, qui seront davantage mises en œuvre avec l'Algérie comme partenaire essentiel, évidemment. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de réfléchir pour renforcer les cadres existants. À noter que c'est dans un climat de convivialité que les deux pays ont convenu d'approfondir leurs consultations sur les questions du pétrole et de l'énergie, notamment le projet de gazoduc transsaharien, lors de la prochaine visite du ministre algérien de l'énergie et des mines au Niger d'ici la fin du mois de septembre. Au terme donc de cette visite de travail au Niger du ministre algérien des Affaires étrangères, un communiqué conjoint a été rendu public ce matin. Je propose de suivre la teneur de ce communiqué final. Au cours de sa visite, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger de la République algérienne démocratique et populaire, porteur d'un message de son Excellence M. Abdelmajid Tebboune, a été reçu en audience par son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Son Excellence M. Ramtam Lamamra a également été reçu en audience par son Excellence M. Oumoudou Mohamedou, Premier ministre, chef de gouvernement, avec lequel un large tour d'horizon sur les questions régionales a été effectué. Une réunion de travail a regroupé les délégations nigériennes et algériennes, conduites respectivement par son Excellence Hassoumi Massaoudou, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et son Excellence Ramtam Lamamra,
ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger de la République algérienne démocratique et populaire. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance fraternelle et dans un climat de parfaite convergence de vues. Ils ont porté sur un examen exhaustif des questions de coopération bilatérale, notamment celles relatives à la défense et à la sécurité, à la migration, à l'énergie et au pétrole et à la formation professionnelle. Un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun a également eu lieu et au cours duquel les deux chefs de délégation ont souligné la nécessité de travailler ensemble pour préserver la paix et la stabilité et promouvoir le développement en Afrique en général et dans la sous-région en particulier. Ils ont également réaffirmé leur détermination à forger un partenariat sous-régional viable au service des peuples de la région en vue de promouvoir une coopération sud-sud pragmatique et solidaire. Concernant le secteur de la défense et de la sécurité, les deux chefs de délégation ont salué l'exemplarité de la coopération prévalant dans ce domaine entre les deux pays. Ils se sont félicités de la tenue de la réunion de la commission mixte bilatérale du 24 au 26 août 2021 en Algérie. Ils se sont engagés à continuer dans ce sens afin de faire face aux multiples défis sécuritaires qui se posent à eux, en particulier et dans la région du Sahel en général. S'agissant de la gestion du flux migratoire, les deux parties ont convenu d'examiner la situation des migrants nigériens travaillant en Algérie dans le cadre de consultations prochaines qui auront lieu entre les deux ministres de l'Intérieur, tout comme ils se sont félicités des dispositions qui seront prises pour la tenue de la prochaine session du comité bilatéral frontalier. Les parties se sont félicitées de la relance de la coopération au niveau du bloc CAFRA et des perspectives favorables pour permettre à CIPEX de poursuivre ses activités et passer à la phase de l'exploitation le plus rapidement possible. Actualité sur le continent à présent reste dominée par la situation en Guinée-Conakry où les militaires ont renversé le régime du président Alpha Condé depuis hier dimanche. Et 24 heures après, la junte au pouvoir a organisé une rencontre ce lundi avec les membres du gouvernement du régime Condé. Au centre des échanges, certaines annonces, notamment le retrait du passeport diplomatique et l'interdiction de voyage, entre autres. Suivez plutôt. Au lendemain du coup d'État, les membres du gouvernement d'Émy ont été convoqués par les putschistes. Je vais tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé par la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être remis au secrétariat de vos anciens départements. Les militaires interdisent à l'ancien pouvoir de quitter la Guinée. Après avoir fermé totalement les frontières dimanche, certaines liaisons ont été de nouveau autorisées ce lundi. Le CNRD annonce la réouverture des frontières aériennes et annonce la reprise des vols commerciaux et humanitaires uniquement. Les militaires qui ont capturé le président Alpha Condé et annoncé la dissolution des institutions ont promis la création d'un gouvernement d'union nationale. Ils assurent qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais appellent la garde rapprochée du président déchu à se rendre sans attendre. Alpha Condé avait été réélu en octobre dernier pour un 3e mandat présidentiel, à la suite d'une réforme constitutionnelle vivement critiquée par l'opposition. Donc, à 24 heures après la prise du pouvoir par les militaires en Guinée-Conakry, où le président, où le colonel Mamadi Doumbia est désormais le nouvel homme fort du pays, après avoir renversé le président Alpha Condé, les réactions fusent de partout, celles du Niger et de l'Algérie, par la voix des ministres des Affaires étrangères des deux pays que je vous propose de suivre. D'abord, Hassim Massoud du Niger. La position est très claire, à l'instar de la CEDEAO et de l'Union africaine. Nous condamnons la prise de pouvoir par la force. Donc, nous condamnons clairement le coup d'État intervenu en Guinée. Et les prochains jours verront forcément des développements au niveau de
de la CEDEAO. Donc notre position est claire et sans équivoque. Nous condamnons les événements en Guinée. Et nous souhaitons, nous espérons un retour rapide à l'ordre constitutionnel normal. Nous demandons la libération sans condition du président Alpha Condé. Et nous serons très vigilants sur les conditions de sa détention. Donc voilà la position très nette et très claire de notre pays. En ce qui concerne la situation en Guinée-Sœur, évidemment, notre position est en tout point la même que celle de mon frère et donc de la République du Niger. Nous sommes profondément attachés aux principes et normes de la bonne gouvernance en Afrique. Et vous savez sans doute que c'est au sommet de l'OUA d'Alger en juillet 1999 que les chefs d'État africains ont adopté pour la première fois le principe de la prohibition des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et par la suite, cette doctrine s'est développée au point où, au niveau de l'Union africaine, il y a donc un régime de sanctions contre les pays où se déroulent des changements anticonstitutionnels de gouvernement tels que qualifiés par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'Algérie est membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine au moment où nous parlons. Notre pays donc assumera les responsabilités qui sont les siennes avec les autres membres du Conseil de paix et de sécurité lorsque, dans le prolongement de la CEDEAO, la question viendra devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour qu'en toutes circonstances, l'Afrique parle d'une seule et même voix. C'est comme ça que nous pouvons avoir une doctrine forte et une mise en œuvre également conséquente. C'était là donc les réactions du Niger et de l'Algérie à la suite du coup d'État en Guinée-Conakry. Alpha Condé n'est plus donc président de la République de Guinée qu'il a dirigé pendant plus de 10 ans avant d'être renversé hier par les militaires suite à un coup d'État. Un scénario prévisible selon le politologue Dr Souley Hadji dans cet extrait avant de le retrouver plus en détail en partie magazine. Beaucoup de répression, beaucoup d'arrestations, d'emprisonnements qui ont été causés par Alpha Condé. Donc un an plus tard, en gros, on assiste à une sorte de réveil de l'armée qui a pris conscience qu'il ne peut pas avoir cette impunité totale et continue donc pour que le peuple guinéen quand même puisse avoir droit à ce que, en tout cas, à ce que sa démocratie puisse être normale. Donc il y a quelque part une sorte de remède, on va dire, de l'armée, en tout cas de ses officiers les plus conscients, qui ont pensé qu'il est toujours utile d'être acteur plutôt qu'observateur dans un jeu démocratique où les dirigeants restent tout à fait impunis, où ils n'en font que leur tête, où ils oublient donc les doléances du peuple en tant que tel. Surtout que le mandat de Alpha Condé n'a pas été un mandat généreux, positif pour les Guinéens. Il y a eu beaucoup de baisse de pouvoir d'achat des Guinéens en tant que tel, beaucoup de répression depuis ces 10 années de pouvoir qu'il avait fait. Donc tout cela montre bien que, quelque part, les Guinéens sont aujourd'hui, on les voit bien contents de voir donc la chute de ce régime-là, qui les a beaucoup fait souffrir. Victoire du Niger, 4 buts à 2 face au Djibouti. C'était donc une rencontre qui rentre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Du courage donc aux 11 nationales. Un mot de la culture avant la partie magazine, c'est pour parler du décès du célèbre réalisateur cinéaste Jean-Paul Belmondo à l'âge de 88 ans après un AVC depuis 2011. Suivez plutôt. Le Magnifique, le Guignolo, l'As des As, le Cerveau, le Professionnel ou encore le Marginal. Dans les années 70 et 80, maître Jean-Paul Belmondo à l'affiche est une garantie d'un succès au box-office. Celui que la France entière surnomme Bébel est devenu, film après film, une figure du cinéma populaire. Je m'excuse. Devant la caméra de Philippe de Broca ou de Gérard Houry, Belmondo met son physique au service de comédies d'aventure.
Réalisant lui-même ses cascades, il incarne un genre du cinéma français à lui tout seul. Il faut aussi s'appeler Jean-Paul Belmondo et faire semblant, pour les besoins du film Le Guignolo, qu'on est poursuivi par d'horribles gangsters. Mais vous avez un entraînement quand même nécessaire. Ah oui, là en plus je me suis beaucoup entraîné pour les bras, faut dire, parce que là ça tire énormément, surtout quand l'hélicoptère prend les virages, là ça tire vraiment très fort. Peut-être se dit-il comme vous. Jeune comédien au conservatoire, ce fils du célèbre sculpteur Paul Belmondo et de l'artiste peintre Madeleine Reynaud-Richard va en effet se passionner pour le sport. Mais malgré une furtive carrière de boxeur, jouer la comédie devient son métier. Vos beaux yeux d'amour mourir me font. Contre l'avis de ses professeurs qui n'apprécient pas tous sa gouaille de titi parisien. D'abord sur les planches, avec ses copains Jean Rochefort, Jean-Pierre Mariel ou Guy Bedos, puis au cinéma. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. À bout de souffle, premier grand rôle à l'écran, offert par Jean-Luc Godard, qui lui redonne l'occasion de briller quelques années plus tard dans Pierrot le Fou. Godard, mais aussi Truffaut, Chabrol, Melville ou Louis Malle, Belmondo sera l'un des visages de la nouvelle vague. Ça ressemble trop à la fatalité. Et en alternant films d'auteur et films populaires, il fait le lien entre les différentes familles du cinéma français. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Menteur. Il devient une idole, au même titre qu'Alain Delon, avec qui il partage l'affiche dans Borsalino en 1970. Mais Belmondo, lui, ne se départit jamais de son sourire, même après son AVC survenu en 2001. Il reparaît devant la caméra en 2009, aux côtés de Jean Dujardin, dans Un homme et son chien. Et après 4 décennies de boycott, l'acteur accepte en 2017 l'hommage de l'Académie des Césars. Épilogue magnifique de cet itinéraire d'un enfant gâté. L'actualité reste dominée sur le continent africain par la situation en Guinée-Conakry après le renversement du régime du président Alpha Condé par les militaires hier dimanche. Ce coup de force en Guinée suscite des vives réactions sur le continent et dans le reste du monde. Pour le politologue Dr Souley Agi, cette situation était prévisible. C'est la partie magazine de ce journal. Très bonne réception. La fragilité des démocraties africaines nouvellement installées depuis donc une génération seulement, on voit bien que ces démocraties-là ne sont pas encore consolidées, qu'il y a toujours des soubresauts qui peuvent les fragiliser, les vulnérabiliser en tant que tels. Ça montre aussi quelque part les conséquences des actes de bonne gouvernance des dirigeants africains, généralement mal élus. Et quand on prend le cas de la Guinée, rappelez-vous, en 2010, Alpha Condé était élu au second tour, alors qu'il avait 18% au premier tour, contre 45% je crois pour Cellou Diallo, qui était le favori, et par une sorte de magie, celui qui a gagné les élections, ce qui n'était vraiment pas possible. Donc il y a eu déjà un acte de malgouvernance déjà à l'époque, où il a passé de manière tout à fait illégale, la France étant son appui à l'époque, c'était le ministre des Affaires étrangères Kouchner qui était son ami. Donc cette fois-ci, encore, on a vu qu'il a causé un acte encore plus grave, qui a consisté à faire un troisième mandat illégal, comme d'ailleurs en Côte d'Ivoire, à Ouattara. Donc ce qui montre bien qu'il y a une sorte de pouvoirisme, disons, n'est-ce pas, comme on le dit, qui assaille les hommes politiques, en tout cas africains, en tout cas certains d'entre eux, qui ne veulent pas quitter le pouvoir une fois leur mandat terminé. Donc là, on assiste à, quelque part, une implication directe de ce troisième mandat illégal qui a été dénoncé par le Front de lutte contre les violations en Guinée, le FNDC, et aussi des actions des acteurs civiques, associations civiques, des journalistes qui ont tout à fait beaucoup de manifestations pour dénoncer justement ce troisième mandat. Et il y a eu beaucoup de répression, beaucoup d'arrestations, d'emprisonnements qui ont été causés par Alpha Condé. Donc, quelque part, un an plus tard, en gros, on assiste à une sorte de réveil de l'armée qui a pris conscience qu'il ne peut pas avoir cette impunité totale et continue donc pour que
le peuple guinéen quand même puisse avoir droit à ce que, en tout cas, à ce que sa démocratie puisse être normale. Donc il y a quelque part une sorte de remède, on va dire, de l'armée, en tout cas de ses officiers les plus conscients, qui ont pensé qu'il est toujours utile d'être acteur plutôt qu'observateur dans un jeu démocratique où les dirigeants restent tout à fait impunis, où ils n'en font qu'à leur tête, où ils oublient donc les doléances du peuple en tant que tel. Surtout que le mandat de Alpha Condé n'a pas été un mandat généreux, positif pour les Guinéens. Il y a eu beaucoup de baisse de pouvoir d'achat des Guinéens en tant que tel, beaucoup de répression pendant ces 10 années de pouvoir qu'il a fait. Donc tout cela montre bien que, quelque part, les Guinéens sont aujourd'hui, on les voit bien contents de voir donc la chute de ce régime-là, qui les a beaucoup fait souffrir. La France n'a pas à être mêlée à ça, puisque ce n'est pas la France qui a fait venir Doumbouya de Paris, c'est bien Alpha Condé qui, pour renforcer donc, son armée et donc surtout sa milice, il voulait une milice, donc la force spéciale, en faisant appel à Doumbouya pour qu'il vienne être donc une sorte de force de fer de lance, si vous voulez, pour donc son pouvoir soit mieux maintenu. Et la France a surtout aussi dit deuxièmement de ne pas faire un troisième mandat. Donc la France n'a pas, c'est pas lui qui a dit à Condé de faire le troisième mandat, parce qu'il y a quand même des risques justement à ce qu'il puisse être victime donc de coup d'État, entre autres. Donc tout cela était connu. Donc la France n'a pas ici, en tout cas dans ce cas-là, à être incriminée, à mesure où beaucoup de leurs dirigeants ont déjà prévenu, ont déjà dit effectivement, donc à ce que Alpha Condé ne puisse pas briller un mandat illégal. Au moment où le nouvel homme fort de Doumbouya s'est drapé d'emblée du drapeau guinéen, c'est-à-dire qu'il a pris le parti de la Guinée, de son pays natal, et que désormais il va être au service donc, de la Guinée, et non pas comme ancien légionnaire pour la France. Et donc il va pouvoir œuvrer pour qu'il y ait une transition pacifique seulement, d'une durée limitée, mettons 12 à 15 mois, et que donc, le pouvoir soit remis, comme au Mali, aux civils plus tard. Donc je pense que c'est aussi une solution que l'armée a envisagée, en tout cas ses officiers ont envisagé, pour ne pas justement avoir une position, avoir une situation où la Guinée doit aller dans une descente aux enfers, ou pouvoir en tout cas avoir un niveau de vie politique tout à fait lamentable. Il me semble que c'est toujours, en tout cas pour les Guinéens qu'on a vu fêter cette victoire-là, c'est vraiment une sorte de salut, surtout qu'il y a eu, vous le savez bien, des plaintes devant la cour d'Abuja contre Alpha Condé, plaintes contre le troisième mandat, d'abord contre, bien entendu aussi, des arrestations massives qu'il a eu à faire. Tout cela devait être tranché normalement en novembre 2021. Bon. Dieu merci, comme on dit, Abuja n'a pas eu à trancher pour l'instant. C'est l'armée qui a tranché, donc c'est différent entre Alpha Condé et la société civile, les positions politiques et la presse. Donc je pense que maintenant, il y a une sorte de mise à niveau pour qu'on rebatte les cartes les plus belles et qu'on revoie dans quelle mesure tout le monde doit être impliqué dans le processus donc, de transition politique afin que l'on installe une équipe fortement civile pour que dans un délai très raisonnable, on puisse avoir des élections normales, présidentielles et législatives. Les militaires sont aussi une partie du peuple africain, c'est-à-dire qu'ils sont pas seulement des exécutants. Et il y a effectivement des textes, y compris dans ces États-là, que nul n'est censé obéir à des situations tout à fait, à des règles qui ne sont pas conformes. Donc nul ne doit obéir, n'est-ce pas, qu'on soit civil ou militaire. Donc dès lors que l'on constate qu'il y a effectivement une violation flagrante donc, des textes, donc la Constitution en particulier, on n'est pas censé obéir donc, aux textes qui sont concoctés par le président lui-même, en personne, des textes donc, illégalement concoctés. Donc ce qui fait que ces militaires ont le droit d'être partie prenante dans la lutte politique afin que le pays ne suive pas une voie dangereuse dans la mesure où on sait bien que cela, dans un contexte à la fois de djihadisme massif, de Covid-19 et autres fléaux, il est tout à fait important d'avoir une bonne gouvernance dans les pays. Donc c'est vraiment une sorte de solution qui n'est pas, bien entendu,
viable, envisageable et même souhaitable, mais qui, dans le cas de la Guinée, a paru être en tout cas une ultime solution qui pourrait amener à ce que le pays puisse entrer dans des droits les plus forts. Donc, quoi que le colonel doit pouvoir laisser la place, quoique il n'a pas dit, mais certainement que les Guinéens ne vont pas accepter à ce qu'il y ait encore davantage un régime militaire qui puisse les gouverner. Donc la junte actuelle doit pouvoir mettre en place une transition politique donc pacifique qui doit pouvoir impliquer tous les partis politiques, n'est-ce pas, y compris même ceux d'Alpha Condé, afin que l'on puisse s'acheminer vers une situation de consensus général pour que les violations massives des droits humains puissent cesser et déjà qu'on libère tous ceux qui ont été arrêtés illégalement par Alpha Condé et son régime et que donc il puisse avoir des poursuites contre les dirigeants délicats, les ministres, les DG qui ont eu à piller la caisse de l'État. Donc je pense qu'il y a aussi effectivement une sorte de situation qui pourrait amener à ce que la Guinée puisse être un exemple pour beaucoup de pays, surtout quand nous prenons la Côte d'Ivoire. C'est aussi un pays dans lequel il y a eu un troisième mandat illégal. Et là, je pense que le président Ouattara doit pouvoir s'inquiéter dans la mesure où la France ne peut pas empêcher à ce qu'il puisse avoir des coups d'État. Donc c'est une situation où tous les dirigeants africains qui sont dans des situations illégales doivent s'inquiéter dans la mesure où il n'y a pas de consultation de la démocratie dans le pays et que donc l'armée fait un retour en force sur la scène politique.